C'est une première au Cameroun. La médecine traditionnelle est en passe d'être réglementée. Le projet de loi défendu par le ministre de la Santé publique visant à encadrer l'exercice et l'organisation de la médecine traditionnelle au Cameroun a été validé le vendredi 22 novembre par les députés au cours de la session de novembre qui se poursuit au Parlement. La médecine traditionnelle pourra donc officiellement intégrer le système de santé national, toute chose qui marque une étape importante dans la reconnaissance des pratiques ancestrales et va contribuer à accroître l'offre de soins apportés aux populations, elles qui ont un grand intérêt aux solutions endogènes. Le texte adopté à l'Assemblée nationale est composé de 7 chapitres et 44 articles. Il définit les principes généraux, les modalités d'exercice, la collaboration avec la médecine conventionnelle et les mécanismes de régulation et de contrôle, entre autres, le cadre légal défini, les droits et devoirs des praticiens et dans ce sens inclut la création d'un ordre national des praticiens de santé. Cet ordre qui est chargé de veiller au respect de l'éthique et de la déontologie dont le code est aussi élaboré. Des sanctions sont prévues, des sanctions administratives et pénales. Elles vont de la suspension d'activité à des amendes significatives. Mais quelles sont les innovations de ce texte et les espoirs de cette codification notamment qui va bientôt être finalisée, on l'espère. Twilight a fait appel pour vous à des éminences grises impliquées dans la rédaction de ces règles contraignantes qui encadrent la médecine traditionnelle au Cameroun. Des praticiens et professionnels de santé partagent le plateau ce soir. Bonsoir et bienvenue. Une pause et on se retrouve bien installés. Traditionnel, les espoirs de la codification. Quel avenir pour en parler ce soir? Martin Hapi, il est le président du syndicat national des praticiens de médecine traditionnelle et complémentaire au Cameroun. Aussi président de la Confédération internationale de la médecine traditionnelle. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Carlette. À vos côtés, l'imam Ibrahim Nam, il est le secrétaire particulier du Conseil supérieur de la médecine traditionnelle du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Merci. Autre invité sur ce plateau, André De Gaulle Ndjoko, professionnel de santé, promoteur d'un centre de santé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Karel, bonsoir à tout le monde. Et last but not the least, en présentiel ce soir, le professeur Eugène Sobgui, il est le directeur de l'organisation des soins et de la technologie sanitaire au ministère de la Santé. Il est aussi un membre de l'Académie africaine des sciences. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de votre invitation. Alors, je commence par vous tout de suite. Est-ce qu'on peut dire que l'adoption de cette réglementation sur la médecine traditionnelle déjà à l'Assemblée nationale est un aboutissement satisfaisant d'un long travail? Effectivement, c'est à la fois un aboutissement et un commencement. Cela fait plus d'une vingtaine d'années, effectivement, que ce projet de loi est en chantier au sein des services du ministère de la Santé publique et cette fois a été la bonne au terme de nombreuses interactions avec divers acteurs de la médecine traditionnelle, de la médecine patrimoniale et du système de santé. Ce projet de loi, vous le disiez, de 44 articles, est aujourd'hui en passe de devenir la loi portant sur l'exercice de la médecine et l'organisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. Eh bien, d'entrée de jeu, je voudrais dire qu'en termes d'aboutissement, il y avait une nécessité absolue de protéger la santé des populations. La médecine traditionnelle, c'est un secteur ou un sous-secteur d'activité dans lequel prolifèrent toutes
types d'activités, certaines licites et d'autres illicites. C'est un domaine d'activité dans lequel il y a beaucoup de charlatanisme. C'est un domaine d'activité dans lequel il y a une difficulté de contrôle, une difficulté de régulation et automatiquement où il y a un risque élevé pour les populations sans que cela puisse être suivi convenablement. Et de l'autre côté, il y a un patrimoine également à protéger. La médecine traditionnelle représente un patrimoine qui est potentiellement de fort intérêt pour la santé des populations et même sur le plan économique. Et donc, ce projet de loi, une fois que qu'il aura passé toutes les étapes, ce sera donc une loi qui permettra à la fois d'encadrer l'exercice de la médecine traditionnelle, qui permettra de protéger les populations d'un usage ou de charlatans prétendant exercer la médecine traditionnelle, qui permettra de protéger le patrimoine médical ancestral du pays et qui, au-delà de tout, permettra également un développement de cette forme de médecine parce que de l'encadrer permettra de codifier les parcours de formation, permettra de codifier l'accession et même l'organisation de la profession. Et donc, comment est-ce que cela perdurera dans le temps en étant utile à l'humanité entière et non pas seulement parfois à de petites communautés. Voilà ce que je pourrais dire d'entrée de jeu. On y reviendra notamment sur le contenu de cette loi, sur ce projet de loi sur la médecine traditionnelle au Cameroun. Mais j'ai envie de vous demander à vous, notamment Martin Api, vous qui êtes le président du syndicat national des praticiens de médecine traditionnelle et complémentaire au Cameroun. Je le disais à l'entame de cette édition, c'est une première déjà au Cameroun. Eh bien, quels sont vos sentiments au regard de l'adoption de ce texte déjà à l'Assemblée nationale? Oui, merci Carlette. Déjà, je voudrais exprimer ma joie et mon honneur de partager ce plateau avec le professeur Eugène, les confrères. C'est un sentiment de joie. Comme le professeur l'a si bien dit, ça fait une vingtaine d'années. Que ce projet est en chantier au sein du ministère de la Santé. Et nous, quand nous étions installés en 2018, nous avions pour vision d'avoir un cadre réglementaire du secteur de la médecine traditionnelle. Aujourd'hui, la loi est là. C'est une grande joie. Nous sommes très satisfaits. Et nous saisissons également l'occasion pour remercier les services compétents, à savoir le ministère de la Santé publique, parce que, il faut l'avouer, ils ont consenti beaucoup d'efforts. C'est vrai qu'il y a eu différentes contributions des organisations de la société civile, et des associations de médecine traditionnelle, les syndicats et tout. Donc, je vous dis, nous sommes très satisfaits. Vous avez parlé de 20 ans d'attente notamment, c'est une longue attente, on peut le dire. Vous avez participé à l'écriture de ce texte-là? Oui, déjà en 2019, nous étions conviés, effectivement. Nous avions apporté notre modeste contribution. Nous avions proposé à notre niveau un projet de loi, je pense, qui a été prise en compte par le ministère de la Santé publique. Donc, nous ne sommes pas la seule organisation qui a été impliquée. Donc, il y a eu la participation, effectivement. Effectivement, il y a eu une concertation, une participation de tous les acteurs. Voilà. La loi, elle est là. Comme on dit généralement, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et donc, s'il y a des petites imperfections, je pense qu'au fur et à mesure, on va améliorer. En tout cas, vous nous diriez sous peu ce qui fait particulièrement votre joie dans cette loi, les innovations, en parlant notamment des innovations qu'elle apporte dans le domaine de la médecine traditionnelle au Cameroun.
Imam Ibrahim Nam, vous êtes notamment le secrétaire particulier du Conseil supérieur de la médecine traditionnelle du Cameroun. C'est également une joie pour vous, ce texte de loi? Merci, madame. C'est plutôt un ouf de soulagement. Mais le travail qui reste à faire, c'est plus de 90%. Ouf de soulagement parce que celui-là, par qui Dieu a voulu que ce code, n'est-ce pas, soit déposé à l'Assemblée, le patriarche Jesús Mamarius, est décédé il y a cela un mois. Avec tout ce boulot qui a été fait, mais beaucoup de codes ont été amenés pour pouvoir, n'est-ce pas, voter, mais ça a toujours échoué. Ça a toujours échoué parce que vous ne pouvez pas coiffer quelqu'un sans qu'il ne soit présent. Les acteurs de la médecine traditionnelle, à un moment donné, avaient trouvé que ceux-là qui étaient les régulateurs, n'est-ce pas, devaient faire selon le contexte camerounais pour qu'on ne perde pas toutes les valeurs qui, n'est-ce pas, sont dans ces nobles métiers. Vous le dites bien, si je vous ai bien saisi, ce texte de loi, devant, pas celui-ci notamment, mais plusieurs fois, le texte, la médecine traditionnelle a voulu être codifié et le projet n'a pas marché. Et bien pourquoi? Oui, ça n'a pas marché parce que, vous savez, pour que quelque chose marche, il faille que ce soit, n'est-ce pas, légitimé et légalisé. Mais pour légaliser un domaine comme le domaine de la médecine traditionnelle, il fallait tenir les trois grands aspects. Parce que les gens croient que ce n'est que le corps physique que nous voyons là qui est l'homme. Mais que non. L'homme a l'âme à l'intérieur. Dès que l'âme là est sortie, le corps ne vaut plus rien. Et cette âme est nourrie par l'esprit. Alors l'âme a des maladies, l'esprit a des maladies. Maintenant, comme ce n'est pas visible, il faille donc que ceux-là qui sont les régulateurs, qui attendent que, ils veulent voir la molécule, ils veulent voir le principe actif, mais alors qu'il y a des maladies où on n'a pas besoin de la molécule visible pour pouvoir le traiter. C'est pour ça qu'à un moment donné, effectivement, ça a prêté à confusion comme s'il y avait beaucoup de charlatans. Effectivement, il y a des charlatans à l'intérieur, mais c'est une médecine qui est très profonde et il faille vraiment la recodifier et la codifier et la revoir de fond en comble avec les techniciens dans tous les secteurs. André de Gaulle Njoko est aussi parmi nous. Il est professionnel de santé, promoteur de santé d'un centre de santé. Déjà, vous alternez médecine traditionnelle et médecine conventionnelle, c'est ça? Et oui, effectivement. Dans notre centre de santé Saint-André, nous alternons à la fois médecine traditionnelle, médecine conventionnelle et médecine spirituelle. Et comment est-ce que vous accueillez l'adoption déjà de ce texte de loi sur la médecine traditionnelle à l'Assemblée nationale notamment? Ok, avant toute chose, j'aimerais m'incliner devant la main invisible de l'intelligence infinie qui m'a protégé durant tout le voyage de Douala jusqu'à ici. Parce que sans cette intelligence-là, je ne saurais avoir la force, même l'énergie qui me permet de parler ce soir. En ce qui concerne maintenant le projet de loi, je peux dire que c'est la première fois que nous qui travaillons dans les différents domaines, nous commençons à avoir une lueur d'espoir. Une lueur d'espoir parce que l'un des secteurs qui restait ambigu commence à se structurer. Donc, nous ne pouvons que accueillir cette nouvelle avec joie parce que ça va permettre donc enfin au secteur ou au sous-secteur de la médecine traditionnelle de pouvoir se reformuler, de pouvoir se restructurer au bonheur des populations qui se soignent à l'aide de cette maladie-là à plus de 75%. Donc c'est une bonne nouvelle. On parle de médecine traditionnelle, mais pour qu'on soit au même niveau d'information ici et aussi partout auprès de nos téléspectateurs, dites-nous, c'est quoi exactement la médecine traditionnelle? Alors, vous soulevez une question. Ce projet de loi adresse la question en son article 3.
il est clairement dit, et je vais le lire, la présente loi s'applique à toute personne reconnue par la communauté, retenons bien cela, et j'y reviendrai, reconnue par la communauté dans laquelle elle vit, ainsi que par les autorités compétentes comme aptes pour diagnostiquer des maladies et invalidités y prévalents, dispenser des soins de santé ou maintenir le bien-être grâce à des traitements spirituels, des techniques manuelles et exercices et ou l'emploi de substances d'origine végétale, animale et minérale avérées comme sans danger pour la personne humaine ou l'environnement. Il y a différentes catégories. Pourquoi est-ce que je voudrais insister sur peut-être le une point... petite explication parce que... Oui, voilà. C'est pour dire effectivement qu'il s'adresse au physique et à ce qui n'est pas physique. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, ils utilisent des choses ils utilisent des procédés dont ils ont en quelque sorte hérité par la formation ou parfois même des initiations par leur filiation avec d'autres tradis praticiens. Il y a des choses de ce genre. Mais une chose qui est absolument importante et qui fait toute la différence, c'est le concept de la reconnaissance par la communauté dans laquelle le tradit praticien de santé vit. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit clair d'entrée de jeu. Cette loi est faite pour protéger l'exercice de la médecine traditionnelle reconnue par les communautés, donc des communautés dans lesquelles des gens ont exercé, entre guillemets, et non pas tué, et n'est absolument pas pour protéger des gens qui font de la médecine foraine, qui vont de place en place, de lieu en lieu, ou qui vont dans des bus de transport. Il faut le dire, l'article 36 dit clairement, il est interdit à toute personne ou à tout tradit praticien de santé d'exercer la médecine foraine. C'est-à-dire que, et de faire de la publicité à caractère mercantile et mensongère relative à l'efficacité de sa pratique et de ses remèdes, etc., etc. Donc, c'est absolument important d'insister sur le fait que la première caractéristique du tradit praticien de santé, c'est la reconnaissance par une communauté dans laquelle cette personne-là vit. On ne peut pas vivre à gauche et être reconnu comme praticien à droite. Cela est probablement, c'est une caractéristique du charlatanisme. C'est-à-dire que l'on ne peut pas regarder en face les gens que l'on dit traiter. Donc, nous voulons vraiment insister, le ministère de la Santé, le ministre de la Santé a insisté sur ce point. Ça doit être quelqu'un qui est reconnu comme tradit praticien de santé dans la communauté, par la communauté dans laquelle il vit et par les autorités compétentes. Puisque vous parlez d'acteurs en citant notamment le ministre de la Santé, quels sont les acteurs qui ont participé à la rédaction de ce texte-là ? Alors, ça va au-delà de ce que vous pouvez imaginer. L'origine du texte, c'est au ministère de la Santé publique, mais déjà sur le plan des administrations, le ministère des Arts et de la Culture, les ministères de la Faune, de la Forêt, le MINFOF, le MINEPDED, tous ces ministères, ces sectoriels qui ont quelque chose à voir avec la santé, avec les produits de santé, avec les produits utilisés par les tradis praticiens de santé ont été impliqués. Par ailleurs, la société civile a été impliquée, les leaders traditionnels et religieux ont été impliqués. Donc, ça a été des consultations extrêmement larges. Les textes ont été débattus au ministère de la Santé, puis débattus dans les services du Premier ministre et ensuite à la présidence de la République. Donc, ça a fait l'objet d'une consultation large pour que l'on soit absolument confiant que les termes utilisés et que la réalité que ce texte va encadrer soit une réalité qui soit relativement bien cernée par ces textes. Et il faut dire que dans je vais finir là-dessus, dans la hiérarchie des normes juridiques,
à la suite de cette loi, il y aura un certain nombre de textes d'application qui devront, par exemple, encadrer, là justement, vous avez vu on va y arriver, mais puisque vous avez parlé d'un texte cerné par tous les acteurs, je vous propose plutôt de regarder dans ce reportage de Irène Njana Fouda la perception qu'ont les Camerounais de la pratique de cette médecine traditionnelle au quotidien. Reportage. Le doigt naturopathique mis entre l'écorce et l'arbre déracine les vertus thérapeutiques issues du tronc, des branches, du feuillage et des plantes, commercialisées sous forme de potions magiques, décoctions, gélules, poudres ou à l'état brut. Moi, je suis venu chercher l'aloe vera. J'achète aussi le quinquelébas, je mélange avec l'aloe vera et puis la citronnelle, bon pour le palu. Ces médicaments traditionnels à large spectre d'action sont définis comme étant tout en un. L'aloe vera lave le sang en général. Ça soigne les parties. Beaucoup de maladies, même palu, typhoïde, jaunisse, ça nettoie le sang. Il y a les écorces, ça soigne le palu, typhoïde, jaunisse, tout type de parties. À l'huile de moringa. À côté, nous avons ce produit que nous appelons MDC2. MDC2, ça veut dire maladie difficile et cancer. Les cas les plus courants sont les cas de cancer de la prostate. À l'hôpital, on dit non, on va opérer. Celui qui porte déjà la sonde, je la libère en 2 mois. Après, maintenant, je suis le patient, il est guéri. La coquille d'un mollusque précis ainsi que la peau de certains animaux peuvent remédier à des troubles spécifiques. Il y a les peaux des escargots là pour les enfants qui bégayent. Ils boivent l'eau dedans. Ça devient comme leur gobelet, ils ne vont plus bégayer. Il y a la graisse du serpent bois pour le massage, le rhumatisme, mal de dos, de reins partout, on masse avec. La médecine traditionnelle gagne donc du terrain tout en gagnant la confiance absolue d'une bonne frange de la population à qui les plantes médicinales donnent satisfaction. Merci donc pour ce reportage et réaction immédiatement ici sur le plateau. Imam Ibrahim Nam, secrétaire particulier du Conseil supérieur de la médecine traditionnelle du Cameroun. Vous vous reconnaissez dans ce reportage? Oui, bien sûr. Vous savez que quand vous n'avez pas essayé quelque chose, c'est normal que vous dites que ce n'est pas vrai. Dans ce que la dame l'a dit, il y a beaucoup de vérité. Mais il est seulement question qu'on vienne l'encadrer, pas avec le système que les autres disent que c'est ça qui est le vrai système, mais avec les preuves. Par exemple, une dame comme celle-là, elle n'est pas, dans son quartier, on ne sait même pas peut-être qu'elle vend les écorces, mais elle le fait au marché. C'est une herboriste qui prend et puis qui connaît les vertus des plantes. Maintenant, il y a un volet dans lequel elle a intervenu où c'est... Vous la mettez les malades devant elle et vous lui donnez un temps et vous voyez le résultat, après vous l'approuvez. Au lieu d'attendre que cette dame-là, n'est-ce pas, parle bien français ou qu'elle ait des diplômes ou qu'il faille qu'elle ait forcément une clinique pour qu'elle soit, n'est-ce pas, membre de la médecine traditionnelle, il y a des grands scientifiques qu'on ne connaît même pas. Et quand je parle comme ça, beaucoup de directeurs, beaucoup de ministres savent qu'ils ont chacun quelqu'un qui, quand ça ne va pas, il va le voir. Il n'y aura pas de clinique. Martin Rapi, un commentaire à ces images-là. Oui, Carlette, avant de faire un commentaire sur ces images, je souhaiterais d'abord renchérir les propos du professeur Eugène sur la reconnaissance du praticien de médecine traditionnelle par la communauté. Ça veut dire, entre guillemets, qu'on ne voudrait plus voir des naturopathes ambulants. Il faut, c'est un travail que nous abattons depuis des années au sein de notre corporation. Il faut être localisable. Parce que quand un praticien n'est pas localisable, ça fait un gros problème. En cas d'incident, on ne pourra pas l'avoir. Donc, c'est pour ça qu'il faut pouvoir bien expliquer à l'opinion publique qu'un praticien doit être reconnu par la communauté. Ça voudrait dire qu'il ne doit pas être ambulant. Il doit avoir une localisation fixe. C'est d'un. Maintenant, de deux, je ne partagerai pas l'opinion du professeur qui voudrait que celui-là qui est
ambulant et charlatan. L'ambulant peut ne pas être le charlatan. Le charlatan, c'est qui? C'est l'imposteur. Le charlatan, c'est celui qui se retrouve... Il y a des charlatans dans tous les secteurs d'activité. C'est celui qui se retrouve dans un secteur qui n'est pas le sien. C'est un imposteur. Donc, maintenant, il est question que l'État et les organisations professionnelles s'asseyent, je veux dire entre guillemets, avec l'ordre. Et on a déjà le premier facteur, qui est la reconnaissance de la communauté. On a maintenant aussi le volet initiatique. Ça veut dire qu'on est praticien par voie initiatique. Ça veut dire qu'on peut être formé par voie orale, on peut être formé par voie écrite. Voilà. Donc, il y a encore, comme disait tout à l'heure l'imam, il y a encore, je ne vais pas peut-être dire 90%, mais il y a encore beaucoup à faire. Voilà. Donc ça, c'était pour accompagner les propos du professeur, parce que les gens vont se poser la question, le praticien qui est reconnu par la communauté, c'est qui? Il faut avoir une localisation fixe. Voilà. Pour qu'on puisse savoir que oui, effectivement, il est là, on le connaît, et voilà ce qu'il fait, avec des preuves, parce que si vous passez le temps à répéter... Voilà. Sur ces images, un commentaire. Oui, sur ces images, je n'ai rien à dire de négatif, sauf que je vais encore rejoindre les propos de l'imam. Il faut encadrer. Il faut encadrer. Les plantes sont très riches. Les plantes regorgent d'énormes propriétés. Alors ça rejoint un peu la nouvelle politique de l'OMS. L'OMS a une nouvelle politique qui vise à maximiser le potentiel de la médecine traditionnelle avec la science et la technologie. Ça veut dire quoi? On a déjà codifié les médicaments traditionnels au sein du ministère de la Santé. Nous avons 3 catégories. Médicaments traditionnels de première catégorie, de seconde catégorie et de troisième catégorie sous le contrôle du professeur. Ça rentre dans l'encadrement. Ça veut dire qu'il faut pouvoir déjà encadrer ce volet pharmacopée et ensuite maintenant celle qui vend le médicament en plein heureux. Qu'on lui dise, voilà, peut-être la meilleure façon, c'est d'avoir un étalage protégé contre les intempéries et autres, parce qu'une plante qui est mal séchée peut perdre ses valeurs. Donc, ça rejoint l'encadrement. Et on ne peut qu'avoir un meilleur encadrement qu'avec l'État. D'où la grande joie que nous avons sur l'avènement de cette loi. D'accord. André de Gaulle Njoko, vous venez de regarder ce reportage. Qu'est-ce que vous dites de cela? Ok. À première vue, je salue d'abord ces femmes-là pour ce travail qui d'abord leur permet d'avoir de quoi manger. D'un. Qui permet au même moment de préserver le patrimoine ancestral. De 2. De 3. Qui est un moteur qui génère de l'argent, des finances. Maintenant, ceci étant dit, est-ce que ça veut dire que tout ce que j'ai vu là est toujours bon? Là, je pense qu'il y a des réserves à faire. Mais les réserves à faire sont sur la méthode. Parce que vous avez vu cette femme qui découpe les écorces sur le goudron, qui a 100 ans, qui n'avait pas de goudron, que le père du village aurait fait ça sur la terre, qui n'aurait pas d'inconvénient. Mais aujourd'hui, la même femme qui découpe ces écorces-là sur le goudron, elle ne se rend pas compte que sur ce goudron-là, il y a des gens qui ont marché toute la journée et ont transporté des millions de bactéries. Et la plante est encore vivante. Donc, au contact du sol, les bactéries vont finalement entrer dans son produit. Et le produit, à partir de ce moment-là, deviendra probablement un produit nocif. Alors qu'à la base, son intention, ce n'est pas de déranger quelqu'un, mais parce qu'elle ignore les règles d'hygiène et de salubrité, son produit devient à un moment donné néfaste. C'est pareil pour ces mêmes femmes qui embouteillent les produits et elles ne savent pas qu'elles ignorent tout du conditionnement, les méthodes de conditionnement par exemple. Elles ne savent pas que la lumière dégrade le produit et qu'au bout de 2 heures ou 3 heures, le produit commence à fermenter et il devient plutôt toxique. Alors, à la base, le produit, il est bon, mais l'ignorance de la procédure fait qu'en fin de compte, le produit devient pas du tout bon. Donc, c'est à encourager,
Mais je pense également... Et qu'est-ce qu'il faut faire, notamment pour que cette procédure-là soit connue de tous? Je pense que dans le projet de loi, il y a des mécanismes qui ont été prévus pour encadrer, recycler, former les tradipraticiens. Donc je pense que ce que nous faisons, du moins dans notre centre de santé, c'est que nous organisons de temps en temps des séminaires où nous recyclons les tradipraticiens sur les méthodes de conservation et de fabrication de produits, des médicaments traditionnels améliorés. Ça, c'est ce que nous pouvons faire à notre niveau. Mais est-ce que nous avons donc la compétence nécessaire pour faire tout le travail? Je pense qu'il n'y a que l'État et le ministère de la Santé pour pouvoir mener un travail de grande ampleur. Alors, professeur Eugène Sobgui, directeur de l'Organisation des soins et de la technologie sanitaire au ministère de la Santé, avant votre réponse, j'aimerais aussi que vous nous faites, en tout cas, j'aimerais avoir votre point de vue sur ce reportage et notamment cette phrase qui m'a marqué, ou alors ce groupe de mots, tout en un. Oui. Du médicament. Alors, j'allais dire, vous ne serez pas surprise de mon indignation. Je parle vraiment d'indignation parce qu'il s'agit des produits de santé qui sont manifestement entre des mains inexpertes dans des conditions non contrôlables. C'est-à-dire que le ministère de la Santé, qui a la charge de la protection de la santé des populations, ne peut pas souscrire à une pratique qui se passe dans des conditions totalement difficiles à contrôler. Alors, est-ce que ça signifie que tout est mauvais là-dedans? Eh bien non. Il y a effectivement dans cette pharmacopée des produits de grande utilité, de grande efficacité, mais aujourd'hui, disons-nous les choses simplement, on sait comment bien faire. Et je profite pour dire la chose suivante. Le projet de loi, il porte sur l'exercice de la médecine traditionnelle. Il ne porte pas sur le médicament traditionnel. Le médicament traditionnel est encadré par la loi sur la pharmacie. Et le médicament traditionnel, sa préparation répond à des normes, à des standards qui sont connus internationalement. Ce n'est pas aujourd'hui, on ne va pas refaire la roue. On ne va pas refaire une loi spécifiquement pour permettre qu'on fasse mal. Il y a la loi sur la pharmacie qui encadre cela. Et donc, de faire sortir du bois ceux qui exercent, ceux qui vendent, etc., permettra de leur apporter justement l'encadrement nécessaire pour que les divers acteurs apprennent comment ces choses se passent. Parce que le but de la loi, c'est de s'organiser quand même pour la protection de la population en visant la sécurité et l'efficacité. Si on n'a pas la sécurité, on ne peut pas laisser exercer sans la sécurité. Et donc, c'est pour ça que je disais qu'il y a le médicament traditionnel et il y a la médecine traditionnelle. Un vendeur de médicaments traditionnels n'est pas forcément un médecin traditionnel. Et un médecin traditionnel n'est pas forcément vendeur de médicaments traditionnels. Et parlant du médecin traditionnel, vous avez parlé de la reconnaissance par la communauté. Tout à fait. Comment cela se fait? Tout à fait. Et donc, je voudrais insister sur le fait que la personne qui vend des médicaments dits traditionnels dans la rue n'est pas la personne que cette loi vient protéger. La loi protège le patrimoine, la loi protège l'exercice de la médecine traditionnelle, la loi protège le citoyen qui recourt à la médecine traditionnelle, la loi encadre les mécanismes de développement de cette médecine traditionnelle. Donc c'est extrêmement important. Il ne faut surtout pas qu'on pense que cette loi adoptée à l'Assemblée veut dire que désormais, c'est très bien de vendre du n'importe quoi dans n'importe quelle bouteille, dans n'importe quel marché, dans n'importe quel bus. Non. Ça doit être très clair, c'est non. Par contre, effectivement, le médecin traditionnel, celui qui prodigue des soins en général holistiques dans une communauté où il l'a fait sur des générations, où il y a des résultats qui sont visibles de tous, parce qu'en général, quand ça se passe mal, les gens fuient.
quand ça se passe mal, les gens fuient. Et donc, quelqu'un qui n'a pas fui la communauté dans laquelle il est ancré, dans laquelle il vit, quelqu'un qui... Oui, celui-là, il est éligible à faire l'objet de cette reconnaissance. Parce qu'il y a la reconnaissance par la communauté et la reconnaissance par les autorités compétentes. Alors, une fois que cela est dit, il y a la question justement de l'ordre national des tradis praticiens. Quand on est dans des professions auxquelles on accède uniquement par des parcours, j'allais dire, universitaires, des parcours de formation, on vérifie les acquis universitaires, les diplômes, et il y a une prestation de serment, on accède, on est membre, on peut être inscrit à l'ordre de cette profession-là, des professions médico-sanitaires, des médecins, des opticiens, etc. Aujourd'hui, il faudra des textes, il y aura des textes pour encadrer l'ordre des tradis praticiens. Et il est absolument indispensable que des critères, que toute une critériologie permettant justement d'assurer une reconnaissance déjà par la communauté, reconnaissance par les pairs, reconnaissance par les autorités et la capacité à transmettre ses savoirs. Parce que quelqu'un qui n'aurait pas la capacité à transmettre ses savoirs, cela pose également problème pour la reconnaissance j'allais dire, soit du mensonge, soit de l'égoïsme. Parce que s'il ne peut pas transmettre, soit il ment, soit il est égoïste, mais dans tous les cas, cela ne colle pas avec ce que la loi essaye d'encadrer. Alors, l'ordre des tradis praticiens... Oui, pour sortir. Voilà, justement, puisque vous dites pour sortir, justement, il faudra qu'il y ait ces mécanismes par lesquels la formation puisse être effectuée. Parce que la loi, justement, a veillé, le législateur a veillé à protéger les savoirs. Et cette loi, elle a quelque chose d'innovant, c'est qu'il y a la propriété intellectuelle, il y a les royalties pour les tradis praticiens de santé et pour les communautés dont sont issus les savoirs qui peuvent faire l'objet d'une exploitation, certainement qu'on en reparlera. On va y revenir justement après la pause. Twilight vous revient, mesdames, messieurs, dans quelques instants. À tout de suite. De la codification, quel avenir? Le débat se poursuit en présentiel sur ce plateau en compagnie de nos panélistes. Martin Api, président du syndicat national des praticiens de médecine traditionnelle et complémentaire du Cameroun. Quelle est l'innovation ou quelles sont les innovations dans ce texte de loi sur la médecine traditionnelle qui a déjà été adopté à l'Assemblée nationale? Carlette, je dirais déjà que la loi vient donner un statut aux praticiens de médecine traditionnelle. Parce qu'avant, on n'avait pas de statut. Cette loi vient nous donner un statut. C'est déjà une très bonne chose. Ensuite, la loi vient intégrer la médecine traditionnelle au sein du système de santé au Cameroun. Ouais. Alors, ce qui est souvent plus important, c'est le financement. La loi viendra maintenant nous accorder les financements. Autant d'innovation. Eugène, ou alors tout d'abord André de Gaulle Njoko. La plus grande innovation, à mon avis, c'est la catégorisation des tradis praticiens de santé. Oui. Vous voyez que désormais, ici, ce n'est plus trop éclaté. On a les accoucheurs traditionnels. 6 catégories. Oui, notamment. On a les accoucheurs traditionnels, on a les radiesthésistes, et c'est même important de revenir sur la notion de radiesthésiste. C'est pour ça que j'apportais ce manuel de radiesthésie. Voilà, c'est le titre. La radiesthésie, c'est quoi en fait? La science des ondes. En langage simple, c'est la science des ondes. Quand vous arrivez chez un praticien, dans la plupart du temps, vous allez voir utiliser une corne avec laquelle il va essayer de chercher un objet
il est en pleine opérationnalisation de la radiesthésie traditionnelle. Parce que les gens ne savent pas ce que c'est. Donc, on a les tradis spiritualistes, etc. Donc, les rabouteurs, des os. Voilà. C'est quoi cette spécialité? Ce sont les masseurs, la correction des fractures, ce sont eux qu'on appelle les rabouteurs des os. C'est vrai que j'aurais voulu... Tradis ancestralistes. Voilà, c'est ceux qui soignent à partir des coutumes. Vous allez arriver chez certaines personnes, il va vous dire, ton grand-père a dit ceci, il faut rentrer dans tel lieu sacré, il faut aller lancer la poule au village. Ça, c'est les tradis ancestralistes. Voilà. Les tradis spiritualistes, maintenant, oui, c'est ceux donc, qui ont la capacité d'interférer avec les plans cosmiques supérieurs, interférer avec le monde astral, le monde mental, et trouver, par exemple, la source de votre problème à partir de ces dimensions-là. Là, c'est un tradit spiritualiste. Donc, ce sont ça les plus grandes innovations, même comme nous aurons voulu qu'il y ait beaucoup d'autres, parce qu'on a remplacé dans l'avant-projet de loi l'expression naturopathe ou phytothérapeute par la simple expression d'herboriste. Bon, pour moi, c'est quand même c'est diminuant. Non, monsieur Ndjoko, permettez-moi. Laissez-moi, vous aurez votre temps. Vous aurez votre temps. C'est mon temps de parole. C'est deux choses voilà. différentes. Moi, je dis tout simplement que dans l'ancien projet de loi, on a les phytothérapeutes, c'est-à-dire ceux qui extraient le principe actif pour soigner les malades. On a les naturopathes, c'est-à-dire que ceux qui peuvent utiliser les mines ou les végétaux pour soigner, ce qui est dans l'ancien projet de loi. Mais aujourd'hui, c'est revenu uniquement à herboriste. Or, si vous prenez, lorsque le ministère de la Santé a lancé le projet de recensement des formations sanitaires, j'ai ce projet ici de recensement des formations sanitaires. Au même moment que le ministère de la Santé avait lancé le projet de recensement des tradis praticiens de santé. Alors vous allez voir donc que dans ce projet du ministère de la Santé là, il y a une colonne qui a été explicitement écrite aux formations sanitaires qui font de la phytothérapie. Ça, c'est dans le projet de loi du ministère de la Santé. Mais subitement, quand on est revenu dans le projet de loi de la médecine traditionnelle, j'ai constaté au grand désarroi que l'expression phytothérapie a disparu pour laisser herboriste. D'accord. Imam Ibrahim Nam, secrétaire particulier du Conseil supérieur de la médecine traditionnelle du Cameroun. Vos innovations observées dans moi ce j'ai texte? deux innovations. Oui. Une bonne et une qui n'est pas positive, une négative. La positive, c'est celle-là où, enfin, on pense à l'esprit et à l'âme. Oui. Parce qu'au départ, ceux-là qui sont des tradis spiritualistes, l'OMS n'avait pas voulu entendre, parce que pour eux, là, c'est des sorciers, il ne fallait pas, parce que les pratiques qu'ils font ne sont pas. Donc maintenant, ils vont donc voir à travers les vrais tradis spiritualistes qui vont, sans même toucher quelqu'un, faire des incantations, et ils voient peut-être un fou qui n'est plus fou. Sans principe actif. Mais un principe actif, la négativité, c'est au niveau de... Ça, je crois que ça va, on va revenir à ça quand l'ordre va sortir. En fait, à mon avis, depuis la nuit des temps, le mot conseil, conseil. Le mot ordre donne ordre. Et nous savons ce que c'est que l'ordre mondial. Quand on vous dit un ordre, vous ne devez pas dire non. Puisque nous sommes infiltrés. Il n'y a pas que les tradipraticiens qui sont n'est-ce pas, dans cet ordre. Il y a ceux-là qui sont dans d'autres ordres qui vont peut-être vouloir imposer des ordres qui ne sont même pas contextualisables. Donc, à ce niveau, le mot ordre, là, je crois que qu'on le passe, mais on va revenir sur ça. Professeur Eugène Sobgui, votre réponse, le mot ordre? Pas tout à fait d'accord pour les tradis praticiens. Et déjà, même avant de revenir sur ce mot, quelle est la différence entre médecine traditionnelle et tradis praticiens? Oui, en fait, il faut surtout distinguer le tradit praticien de santé, donc la médecine traditionnelle, et le médicament traditionnel. Et donc, il y a des vendeurs de médicaments traditionnels, ou même des chercheurs qui font des médicaments traditionnels. Ça ne fait pas d'eux des médecins traditionnels. Et donc, c'est important de faire la distinction pour bien comprendre l'objet de la loi. Le médicament traditionnel correspond à... On le développe selon des standards, selon des canons qui sont internationalement connus, et cela doit respecter ces critères de développement-là pour la sécurité
et pour pouvoir en monitorer l'efficacité. C'est pour ça que, par exemple, il n'y a pas phytothérapie dans la loi sur la médecine traditionnelle. La phytothérapie, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, d'universel. Et donc, ça, c'est le point important. Mais je voudrais parler de l'article 41 de cette loi. Sous réserve des textes particuliers, l'exercice de la profession de praticien de santé en clientèle privée et publique est incompatible avec celui des professions des autres corps de la santé. Parce qu'il faut protéger la population de ceux qui vont naviguer entre plusieurs mondes, entre guillemets, et le patient, lui, il est vulnérable, c'est une personne vulnérable. La loi doit le protéger et doit permettre que quand il se rend chez une personne, que ce soit quelqu'un que l'État reconnaît comme étant apte à lui apporter des soins et surtout étant apte à reconnaître quand il n'est pas capable de lui apporter des soins. C'est extrêmement important. Question d'ordre ou de conseil, ça peut être une question sémantique, mais ça peut aller au-delà de la question sémantique. Le plus important, c'est la décentralisation. Que ce soit un conseil ou que ce soit un ordre, il faudra que ça commence au niveau de la santé, c'est le district de santé, ou au niveau départemental, que les personnes soient reconnues par les communautés et par les pairs à l'échelle de cette petite unité territoriale-là. Cela va permettre de sortir des rangs les charlatans qui ne pourront pas regarder en face la population ou regarder en face les autres praticiens de santé. Et vous le disiez à l'entame, il faudra des textes complémentaires, notamment pour l'implémentation. Qui sont en préparation, qui sont très avancés, justement, les textes qui vont encadrer l'ordre, qui vont encadrer, il y aura le code d'éthique et de déontologie, parce que c'est extrêmement important. Il y a malheureusement des gens qui se présentent, surtout dans ceux qui se présentent comme tradis spiritualistes. Il y a des pratiques qui sont, sur le plan éthique, inacceptables. Tout à fait. Ça, c'est vrai. Et donc, de faire la loi qui ne les exclut pas, qui permet justement, il faut pouvoir les encadrer. Et d'ailleurs, l'article 36 de la loi est suffisamment clair, mais il va falloir aller au-delà avec le code d'éthique, le code de déontologie, le règlement intérieur de cet ordre des tradis praticiens qui va permettre justement de protéger autant que possible. N'oublions pas une chose. Nous avons vu les centres d'hémodialyse, le nombre de centres d'hémodialyse augmenter et nous voyons le nombre de personnes en hémodialyse augmenter. Qu'est-ce qui peut être la cause? Quand on interroge, il ne faut pas oublier que chez la majorité des personnes qui sont en hémodialyse par insuffisance rénale chronique, il y a la notion de consommation de produits qu'ils ne sont pas capables d'identifier et dont ils ne sont pas capables d'identifier le vendeur, supposé être des médicaments traditionnels. On ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer en pensant que parce que c'est des plantes, parce que c'est traditionnel, c'est forcément bon. Non. Prenons juste, nous avons tous étudié la photosynthèse à l'école primaire. Une plante récoltée quand il fait soleil ou quand il fait nuit, la photosynthèse se passe ou ne se passe pas. Alors, s'il y a une substance toxique qui est produite à l'issue de la photosynthèse, la plante qui récoltée la nuit soigne bien, récoltée le jour peut tuer. D'accord. Et il s'agit de la même plante. On vous a écouté, André de Gaulle Njoko revenait dessus tantôt, mais j'aimerais donner la parole à vous, Martin Api, président du syndicat national des praticiens de médecine traditionnelle et complémentaire du Cameroun. Le législateur veut classer notamment les praticiens en 6 catégories, on l'a dit. Et vous admettez cette expression d'herboriste? Bon, disons déjà, en définition, l'herboriste est un vendeur de plantes et de matières premières. C'est un peu comme un vendeur en pharmacie. Vous pensez que tous ces praticiens sont très bien regroupés dans ces 6 catégories? Oui, laissez-moi y arriver. Disons déjà que la médecine traditionnelle intègre les traitements spirituels, bien sûr, des plantes et des techniques manuelles. Donc, c'est le volet matériel
thérapeutique et le volet immatériel spirituel. Donc, on ne peut pas élaborer une loi et mettre l'accent sur la spiritualité et on néglige la thérapeutique. Non. Comme le professeur le disait tout à l'heure, certes, la phytothérapie, c'est un mot français. Nous utilisons tous le français. La phytothérapie, c'est simplement le traitement à base des plantes, ce qu'on fait depuis que nous étions tout petits. C'est-à-dire, nos grands-parents, nos ancêtres ont utilisé des plantes sans utiliser la spiritualité. Moi, j'ai ma grand-mère qui soignait avec des plantes sans utiliser la spiritualité. Donc, on ne peut pas ignorer le phytothérapeute. Le phytothérapeute, la profession de phytothérapeute doit intégrer la loi. Vous voyez un peu. On pourrait peut-être dire, oui, le naturopathe, c'est un mot européen qui vient des nature et pathos, la pathologie, qu'on soigne avec la nature et tout. Mais je dis, on ne peut pas négliger ce volet. Donc, on va immédiatement... Laissez-moi chuter, s'il vous plaît. Allez-y. Il faut intégrer la phytothérapie, le phytothérapeute. Vous voyez? Il faut, comme l'a dit, il faut intégrer le chercheur. Parce que dans la loi, il n'y a pas le chercheur. Il y a accoucheuse traditionnelle, il y a rebouteur, il y a cradi ancestralis, cradi spiritualis. Pour moi, c'est presque la même chose. Cradi ancestralis et cradi spiritualis, on utilise tous des rituels ancestraux et spirituels. Bon, peut-être la même chose, mais vraisemblablement la même chose. On aurait dû laisser ça, c'est vrai. Comme nous l'avions dit tantôt, nous n'avons pas de problème avec la loi. Nous avions accepté cette loi avec grande joie, mais sauf que il faut, la prochaine fois, ajouter phytothérapeute. Il faut ajouter naturopathe, maintenant en le contextualisant, comme le disait le professeur. D'accord. Et quels sont les espoirs de cette codification pour vous? Quel avenir finalement pour en sortir? Oui, l'avenir, je vais le dire en un seul mot, on est en train de professionnaliser la médecine traditionnelle. On est en train de professionnaliser la médecine traditionnelle, je veux dire, c'est tout ce que je peux dire. On est parti du stade de Homo sapiens. Parce que moi, ce que j'ai toujours dit, le thérapeute ou le praticien des médecines traditionnelles chez nous est considéré comme un être primitif, un Homo sapiens, ce qui n'est pas juste. Alors qu'aujourd'hui, avec cette loi, on ne sera plus regardé de cette égard. C'est-à-dire on aura un statut et c'est professionnaliser le secteur. Et comme espoir, vous pensez que cette loi contribuera à épurer le secteur? Effectivement, cette loi vient encadrer le secteur et elle vient tamiser, comme on l'a dit tout à l'heure, elle mettra hors jeu des imposteurs. Voilà. Et on l'a dit, l'ordre sera décentralisé. Voilà. Ça veut dire que si vous êtes tradithérapeute, vous n'êtes pas reconnu par la communauté, vous n'êtes pas reconnu par l'ordre, vous n'êtes pas dans le secteur. La loi ne reconnaît pas les médecins traditionnels ambulants. On n'est pas médecin traditionnel ambulant. Hein? On peut être vendeur ambulant, mais comme l'a dit tout à l'heure, les médicaments traditionnels sont catégorisés. Vous êtes entendu, Imam Ibrahim Nam, espoir et avenir? Non, l'espoir est là parce que les vrais acteurs vont rentrer en ligne du jeu. Ils ne sont même pas encore connus. Dès que la loi est votée, vous allez voir les gens sortis de partout avec des grandes sciences qu'on ne savait pas que ça existe. C'est déjà un espoir. Le deuxième espoir, c'est que les pharmaciens là sont trop vantés. Ils nous ont taxé de ces médicaments, 1 million. Cette fois-ci, quand le médicament traditionnel sera, il y aura une concurrence entre le médicament conventionnel et celui des patients. Maintenant, la peur, c'est que le régulateur ne doit pas forcer qu'on vende aussi cher que les autres, parce qu'eux, ils importent. Donc, si on dit qu'on vend au prix contextuel, qu'ils ne forcent pas que non, comme ils soignent, vendez-le à 1 million. L'autre espoir, l'autre avantage, c'est que, enfin, nous allons avoir des professions. On aura un métier et il y a je ne peux pas dire 10 000 métiers autour de cette médecine. 10 000 métiers. Et ça fait que c'est de l'emploi. Et l'emploi au Cameroun, vous savez qu'il y a trop de chômeurs. Des enfants qui sont dans la rue, là, on peut les récupérer pour aller les former à récolter. Donc, la professionnalisation est arrivée. On remercie le Seigneur. Et le papa Somba Marius, qui a été le pilier de cette affaire. On sait que le Cosmita existe et le Cosmita va avoir sa partition à jouer quand les choses vont, n'est-ce pas, être André de Gaulle Njoko, professionnel de santé, promoteur d'un centre de santé. Vous, quels sont vos espoirs et quel avenir vous entrevoyez pour la médecine traditionnelle?
Ok, avant de revenir, j'aimerais... On n'a plus de temps. Ok, d'accord, on n'a plus de temps. D'accord. Je pense que c'est le grand moment qui est là. Mais à attendre que la loi va directement changer les choses, c'est faux. Ce sont les textes subséquents d'application qui vont vraiment... Parce que quand on regarde tel que le système de santé est dressé aujourd'hui, à chaque structure aide de santé, on doit certainement retrouver tous les praticiens qui sont dans l'aide santé. Et ce sera plus facile comme ça d'épurer les charlatans. D'accord. Professeur, on sort avec vous. Eh bien, c'est simplement de dire que c'est, comme vous le disiez en début d'émission, c'est un grand aboutissement, cette loi à venir sur la médecine traditionnelle, mais c'est également un grand commencement parce que cela va permettre effectivement, comme le disait l'imam tout à l'heure, que plusieurs personnes sortent du bois et que les acteurs, que les faux acteurs sortent du circuit et que les vrais acteurs soient connus et qu'avec eux, la construction de ce qui va permettre que la médecine traditionnelle soit une médecine traditionnelle encadrée, respectable et sécurisée, dont la pratique est sécurisée, puisse se faire dans notre pays. Donc nous espérons vraiment un mot rapidement sur l'intégration de cette médecine traditionnelle-là aux côtés de la médecine conventionnelle dans les hôpitaux. Le texte le prévoit. Le texte prévoit les interactions avec la médecine conventionnelle, prévoit la création des services ou des centres de médecine traditionnelle au sein des hôpitaux publics. C'est-à-dire qu'on rencontrera les praticiens à l'hôpital. Et cela, la loi le prévoit, le projet de loi le prévoit. Et c'est vraiment l'objectif, c'est de pouvoir se parler pour savoir ce que les uns et les autres savent, peuvent faire et sécuriser davantage les soins des uns et des autres. Parce que la question derrière cela, c'est d'avoir la plus grande efficacité avec la plus grande sécurité. C'est les populations que nous devons protéger. C'est entendu, professeur Eugène Sobgui. Merci à vous, vous qui êtes le directeur de l'organisation des soins et de la technologie sanitaire au ministère de la Santé publique. Merci à vous autres aussi d'être venus sur ce plateau de Twilight en présentiel. C'était donc cette édition de Twilight du lundi 2 décembre 2024. Merci de nous avoir regardé. Nos programmes se poursuivent. Bonsoir.